Welcome to Ufahamu Africa, a podcast about life and politics on the continent. I'm Kimmy Dion, one of your hosts, and I'm joined by my co-host, Rachel Beatty-Riedel. Hi, Rachel. Hi, Kim. So glad to be here with you. Do you have anything that you're reading or listening to these days? Well, since I know this week we have an interview that's going to be in French and it's, about democracy, I will just make one recommendation so that folks can get right to that interview. But my one recommendation for listeners this week is go read Dan DeCat's overview of the South African election. So these elections were held on May 29th, and now we know like the results have been finalized and we know how many seats, the different parties got. And what I like about his piece is it reminds us that, like, sure, everything has changed. The ANC no longer has its own majority and it was going to have to come into coalition with, another party, but nothing is different, right? So I just wanted to hammer home what he means by nothing is different. I just want to read two paragraphs from what he wrote. So he writes, while South Africa has surely entered a new period in its political history, strikingly little has really changed in the country's underlying electoral politics. Leading up to the election, many expected to see voters decisively reject the ANC after decades of low growth, the world's highest unemployment rate, high levels of violent crime, unstable electricity and water supply, and grand corruption. And that is the interpretation of the final results many commentators reported. The reality is quite different. This election was not a verdict against the ANC per se. The vast majority of the electorate voted for the same politicians and ideas as they did in 2019. The big change is that the parties to whom those politicians and ideas belong have now shifted. We've now witnessed an elite realignment, not a groundswell from a disgruntled electorate seeking change. This is really important. I think when we just look at, vote counts, we can kind of miss what's really happening in politics. And I think that this overview, this comprehensive overview that Dan has written for Good Authority it's like the best of what political science has to offer, right? It's like, thank you for your hot takes, but let me just actually look at the data and tell you what is really happening in this kind of measured way. Not denying that there's something big that's happened, but also like attributing that appropriately. So I really appreciate that Dan did all of this work for Good Authority around the South African elections. And I really hope our listeners will go ahead and check that out. Thanks so much for sharing, Kim. That's a really interesting way to share that analysis and think about what voters are expressing, and in particular, what role this kind of elite realignment plays in offering a set of options to the voters, right? Like what do the voters get to vote for, and how is that expressed? So interesting. Well, I think that really ties into our topic for this week's podcast, around democracy and what the set of choices are and how democracy can be revitalized or practiced. And we're really lucky this week to have an episode in French for our Francophone listeners, which is a special feature by our non-resident fellow Expedite Ologu, who's speaking with Mamadou Ismail Konate, who is a well-known Malian lawyer working in the bar in both Mali and in Paris. He has been a Minister of Justice of Mali from 2016 to 2017, and he leads the professional association focused on the development of the African Continental Free Trade Area. And in this podcast with Expedite, Mamadou Ismail Konate argues that democracy is, as it has been known to be called, the worst of all the political systems except for all the others. Um, and in spite of the ongoing military regimes in some countries, democracy will survive. And how it will survive will depend on the capacities of mobilization resistance of citizens and organizations from across the continent. And
I think in this conversation, they take up how the rehabilitation of democracy will proceed with the reinvigoration of fundamental pillars of freedom, equality, and justice, and fundamentally the reinvigoration of the rule of law. So, of course, we'll have a really fascinating conversation focused on Mali, but also with much broader purview from across the continent. So, for our listeners, we hope you enjoy and take a listen. Bonjour ou bonsoir, je suis Expédié Ologou. La démocratie ne se porte pas bien, c'est un constat général. Aucune région du monde n'échappe aux tergiversations, aux balbutiements, au recul de ce système politique considéré comme le moins pire de tous. Sur le continent africain et en particulier au Sahel, les choses ne sont pas si différentes. Et pour parler des derniers développements politiques de cette région du continent et du monde, j'ai l'honneur de recevoir dans ce podcast l'ancien ministre de la Justice du Mali, Mahamadou Ismaïla Konaté. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat au barreau de Bamako et de Paris. Vous êtes un intellectuel politique africain. Vous vous passionnez pour le développement de cette partie du monde et vous travaillez aussi à la zone de libre-échange continentale africaine dont vous présidez l'union professionnelle depuis quelques années maintenant. Merci d'avoir accepté notre invitation. La première question que j'aimerais vous faire, c'est de savoir comment se porte la démocratie en Afrique en 2024 et en particulier en Afrique de l'Ouest, pour ne pas dire au Sahel. Merci infiniment de faire cette démarche de venir vers moi et surtout dans le cas de cette originalité qui consiste aujourd'hui à prendre du son dans le cadre d'un podcast. Ce que j'apprécie et je partage. Vous posez la question de savoir si la démocratie se porte bien, plutôt mal. Mais la démocratie ne se porte mal que parce que nous-mêmes, nous sommes mal vis-à-vis de la démocratie. Le sujet est en définitive simple. On prend ce concept de gouvernement comme étant un concept qui nous tombe du ciel et qui nous vient d'ailleurs. Qui nous tombe du ciel, on donne l'impression qu'on n'a aucune maîtrise là-dessus, et qui nous vient d'ailleurs, on donne encore l'impression que ce n'est pas de nous, mais c'est des autres. Et si on rajoute là-dedans que cette démocratie n'a pas été souhaitée, n'a pas été convenue, cette démocratie nous a aussi été imposée parce que simplement un certain nombre d'États, un certain nombre de nations, un certain nombre d'organisations se sont fixés le but de promouvoir la démocratie et de l'imposer à un certain nombre d'États, dont les nôtres. Rien de tout cela ne doit constituer un obstacle visiblement dans la démarche de la démocratie, si tant et si bien que la démocratie repose sur le postulat de l'égalité. Et pour qui connaît nos sociétés africaines, elles ne sont pas corroborées véritablement par l'égalité entre hommes et femmes, l'égalité entre grands et petits, l'égalité entre riches et pauvres, et l'égalité entre noirs et blancs, parce que nous sommes toujours dans le contexte africain. La question de l'égalité est une évidence, c'est un substrat essentiel de la démocratie. Je ne peux pas dire que nos sociétés sont parfaitement égalitaires, je ne peux pas dire que le droit à l'égalité est quelque chose qui existe véritablement dans nos États. Le deuxième substrat de la démocratie, pour moi, c'est quand même la justice. Et la déterminante essentielle en matière de justice, c'est que les gens aient librement accès à la justice. Et quand ils apparaissent devant la justice, qu'ils puissent invoquer des droits et des lois de façon plutôt égalitaire. D'où le lien avec l'égalité. Le troisième élément, c'est que quand on parle de justice et quand on parle d'égalité, on sait également que la problématique du pouvoir est une question essentielle. Cette problématique du pouvoir qui fait que dans nos sociétés ancestrales, tous n'avaient pas accès au pouvoir et tous ne pouvaient pas être électeurs. Le pouvoir résultait du sang et le pouvoir résultait souvent de l'état de fortune. Le sang et l'état de fortune sont aux antipodes de la question de l'égalité. Et ces trois substrats nous donnent l'occasion aujourd'hui dans les sociétés africaines, en nous mettant en perspective, d'indiquer que nul ne doit pouvoir prétendre au pouvoir parce que simplement on le fait sur la base du sang, parce que simplement l'état de fortune peut être d'un quelconque apport pour la détermination pour ceux-là qui prétendent être à la tête de l'État et gouverner les autres. Deuxième élément, c'est que la justice doit être d'abord indépendante et impartiale et doit être accessible à tous.
Le troisième élément, même si nous ne sommes pas dans des sociétés véritablement égalitaires, nous devons créer la perspective de l'égalité de manière à ce que la rupture d'égalité soit à l'origine d'une démarche qui permette aujourd'hui de rétablir l'égalité par le biais de la justice, notamment par la constatation de la faute qui peut être en support de la rupture d'égalité, le préjudice qui en découle, le lien de causalité qui nous permet aujourd'hui de prétendre en une réparation du fait de la rupture volontaire d'égalité à ce niveau. Je prends ces trois éléments simplement pour les corroborer avec la démocratie qui aujourd'hui est en difficulté dans nos sociétés africaines, eu égard au comportement de ceux-là qui ont été soi-disant des acteurs de la démocratie. On s'est retrouvé dans des contextes où, véritablement, nous avons assisté à des sociétés où la perversion démocratique prenait le pas sur la réalité de la démocratie. Le suffrage universel, qui était le principal moyen d'accéder au pouvoir, était biaisé, totalement détourné. L'exercice du pouvoir se faisait non pas au regard de l'intérêt général, mais au regard des intérêts particuliers. Les deniers publics, la justice étaient complètement des vraies parodies qui ne nous ont pas donné l'occasion, véritablement, de pouvoir assumer et de pouvoir mener à bout la mise en œuvre des premières pratiques démocratiques à partir de 1990 dans nos États. Cette perversion démocratique ne peut pas être un obstacle à la démocratie. L'orthodoxie nous commande d'être conscients que l'inégalité doit être réparée en Afrique, notamment entre les hommes et les femmes, entre les pauvres et les riches. Que la justice doit être égale pour tous et accessible justement à tous, que nul ne peut prétendre au pouvoir en mettant en avant le rapport de force sur la base du sang ou le rapport de force sur l'état de force. Mais, Monsieur le ministre Maître Mamadou Ismaïla Konaté, est-ce que ce n'est pas parce qu'on a eu une sorte de démocratie imposée, importée, greffée, que finalement la greffe n'a pas pris ou l'importation n'a pas pris en Afrique? Sans doute, mais encore revenons à des préceptes de base. Est-ce qu'on peut se contenter, quand on est africain aujourd'hui, d'accepter le rapport de force entre hommes et femmes dans le sens de l'inégalité vis-à-vis des femmes? Est-ce qu'on peut encore penser dans nos sociétés africaines que la femme n'a pas le droit d'exprimer sa volonté lorsqu'il lui est proposé, par exemple, d'épouser un homme? Est-ce qu'on peut encore dire que ceux qui sont les plus riches peuvent s'imposer à ceux qui sont les plus pauvres pour rester juste dans le substrat de la question de l'égalité? Nos sociétés africaines aspirent aussi à des sociétés où la gouvernance a un sens. Ce qu'il faut encore rester et demeurer dans ce qui a été jadis notre système de gouvernement basé sur essentiellement le rapport de sang. Est-ce qu'aujourd'hui on peut être fier de dire que la justice est rendue dans un sens et pas dans l'autre? Est-ce qu'on peut estimer encore que dans nos sociétés il y a des sous-hommes parce que pas nobles, parce que issus de familles qui ont été au service d'autres? Non. 1960, c'est quand même la trajectoire de l'indépendance qui nous amène à prendre conscience qu'un certain nombre de situations qui prévalaient jadis ne peuvent plus. L'égalité, à défaut d'être absolue, doit être affirmée de manière à ce que personne ne soit le supérieur de personne, y compris sur un rapport d'argent. Deuxièmement, que le pouvoir ne soit accessible qu'à tous et que tous soyons des électeurs. Bien évidemment, que tout cela n'a pas pris parce que originellement ce n'est pas de nous. Mais il y a bien des choses qui originellement ne sont pas de nous, qui mises en œuvre ont permis de prendre. Prenez par exemple les médicaments qui ont été élaborés pour lutter contre le paludisme. Bien évidemment, nous avons nos médicaments traditionnels qui continuent encore à faire quelques fureurs à ce niveau. Mais le médicament traditionnel n'est pas un obstacle justement à l'utilisation du médicament moderne à ce niveau. Tous ces vaccins et tous ceux qui aujourd'hui ont préservé la santé. Récemment, simplement, le Covid et la pandémie. Le contexte particulier qui a fait tellement de ravages, et il était prévu tellement de ravages encore en Afrique que heureusement que Dieu nous a sauvés à ce niveau, mais n'eût été les médicaments modernes qui n'étaient pas de notre environnement, qui sont venus d'ailleurs, je pense que beaucoup d'âmes africaines seraient perdues pour rien. Moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que l'Afrique doit avoir également sa place et jouer son rôle dans le processus de l'universalité ou de l'universalisation. Je n'ai pas de gêne aujourd'hui à me réclamer démocrate si tant est que la démocratie me permet d'instituer un rapport d'égalité. Ce qui permet aujourd'hui à une femme de se prendre pour l'égal de l'homme. Ce qui permet à un pauvre d'être l'égal du riche malgré qu'il soit pauvre. Ce qui permet de ne pas fermer les couloirs de pouvoir à ceux-là qui peuvent être dans nos contrées africaines pris pour des griots
pris pour des forgerons, mais des sous-hommes presque. Parce que simplement, le rapport de la société est tel aujourd'hui qu'un tel est considéré comme noble et un tel est considéré comme non noble. Il y va également du rapport que nous avons avec l'État, avec le pouvoir, avec les institutions, avec la Constitution. Ces principes doivent être affirmés et ces principes doivent être supportés parce que ces principes peuvent aussi avoir leur équivalent dans nos sociétés traditionnelles. Est-ce que c'est la perversion démocratique dont vous parliez il y a un instant qui nous a amené vers les crises, les régimes militaires que nous connaissons aujourd'hui au Sahel? Je sais que vous êtes du Mali, vous avez été ministre de la Justice, vous avez énormément travaillé à améliorer le contexte de la justice, de la démocratie dans votre pays. Est-ce que c'est la perversion démocratique qui nous a amené là où on en est aujourd'hui au Sahel? Les mauvais esprits l'expliquent par ça. Il faut même un lien en disant, parce que simplement on a été incapable de faire aboutir les processus de démocratie que les militaires ont surgi sur l'arène politique. En cela, on prend le militaire comme étant l'arbitre. Or, le militaire est aux antipodes, incapable d'être arbitre. Le deuxième élément, c'est que les raisons qui fondent les militaires à prendre le pouvoir, notamment au Sahel, est un processus qui n'a pas commencé aujourd'hui. Hier, on a vu des militaires surgir sur l'arène politique. Ont-ils mieux fait que les civils? Je ne suis pas sûr. Tous les militaires qui viennent de prendre récemment le pouvoir, que ce soit au Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad ou en Guinée-Conakry, on a vu que les militaires dénoncent un certain nombre de situations politiques, constitutionnelles et institutionnelles pour se retrouver le lendemain à faire pire. Des exemples concrets. En République du Mali, au Burkina Faso, au Niger, au Tchad et en Guinée, les militaires qui ont pris le pouvoir se sont arrogés le droit de nommer tous les membres du comité national de la transition qui fait office de parlement. Deuxièmement, ils ont tout seuls nommé à tous les emplois civils et militaires. Troisièmement, en ce qui concerne les préfets de région, les gouverneurs de région, ont tous été nommés par ces militaires et avec des militaires. Je veux bien que la démarche de négation de ce qui s'est passé sous le couvert de la démocratie, qui était insupportable du point de vue humain, une fois que c'est balayé, que ceux qui sont à l'origine puissent faire mieux. Quand on a des régimes de transition qui se mettent en place depuis 4 ans, toujours en train de contester leur propre loi en ce qui concerne la limite dans le temps de la transition et le terme de la transition. Et quand vous voyez les perspectives, ça fait bientôt 5 ans que les premiers coups d'État ont lieu, en tout cas au Mali. Quand vous regardez aujourd'hui les justifications de la prise des armes et de l'utilisation de la force pour prendre le pouvoir, on a mis en avant la question sécuritaire. Bien évidemment, ceux qui sont à l'extérieur vont nous dire Kidal a été remis dans le giron territorial, c'est une bonne chose. Mais tous les jours, nous avons des dizaines et des dizaines de personnes tuées au titre de l'insécurité au Mali. Et au Mali, pour parler que du Mali, nous avons une difficulté, c'est que les caisses du Trésor public sont vides aujourd'hui sans que l'on sache les raisons pour lesquelles ces caisses sont vides. Troisième élément, quand on voit que le Mali court après les institutions de Bretton Woods, notamment pour tendre la main pour demander 120 millions de dollars que l'on a du mal à obtenir aujourd'hui, quand on regarde le niveau de cohésion nationale, quand on voit l'unité nationale comme elle est sapée, on peut s'interroger. Le vrai sujet, c'est que le militaire à la tête de l'État doit être une impossibilité en Afrique au regard de ce que la loi n'a de sens que lorsqu'elle est supportée par l'autorité et la force militaire. C'est au bout de la baïonnette que la loi peut s'imposer. Lorsque vous avez confié la baïonnette à un militaire, que vous lui avez confié également le soin d'élaborer la loi, et vous lui avez donné les 2 éléments qui sont aujourd'hui déterminants dans le cadre de la loi, de l'État. Vous lui avez donné non seulement la loi, mais vous lui avez donné l'autorité de la loi. Les 2 pouvoirs se confondent exactement dans les mêmes conditions que lorsque vous donnez le pouvoir au juge de prononcer la sentence et de l'exécuter lui-même. Entre la sentence et l'exécution de la sentence, dès qu'il y a une erreur, qu'il s'agit d'une peine de mort qui a été prononcée, on ne peut plus rattraper parce qu'une tête coupée est une tête qui est perdue. Le principe de la séparation des pouvoirs veut que jamais un seul homme ne soit en possession de ce double pouvoir qui, au bout du compte, peut être fatal. Parce qu'il n'y a plus rien pour arrêter le pouvoir. Mamadou Ismaïla Konaté, est-ce qu'on ne va pas dire que les régimes militaires quand même au Sahel sont in fine
la preuve de l'échec du projet démocratique. Si on laisse tomber les acteurs d'un beau moment, d'une petite période de la longue histoire de nos sociétés, est-ce que l'avènement de ces régimes militaires, une fois de plus à la tête de nos États, n'est pas l'expression ou la preuve palpable d'un échec collectif quant à la mise en œuvre du projet démocratique? Y compris un échec avec les militaires eux-mêmes qui prennent le pouvoir, qui sont des composantes essentielles du pouvoir. Quand vous prenez le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et la Guinée-Conakry, le total des régimes dépasse de loin le régime civil stricto sensu. Au Mali, pendant 23 ans, le général Moussa Traoré a été à la tête de l'État et c'est lui qui a réalisé le premier coup d'État militaire. Les régimes civils ne se sont jamais retrouvés tout seuls à la tête de l'État, ils se sont retrouvés en compagnie des militaires et en bonne place. Le système de sécurité, pendant très longtemps, a été incarné par les militaires. Que l'on aille même dans votre sens en disant que les militaires ne surgissent dans l'arène que parce que véritablement il y a eu un échec de la dynamique démocratique. Mais alors, dans la mesure où on peut imaginer l'échec militaire à venir aussi, ce serait la responsabilité de qui? Lorsque nous savons que les premiers régimes militaires mis en place à la suite des indépendances ont été un total échec. Au Bénin, avec Mathieu Kérékou. Au Niger, avec Séni Kounché. Au Burkina Faso, avec Sangoulé Lamizana et toute la suite jusqu'à Sankara. Au Mali, avec le général Moussa Traoré. En Guinée-Conakry, avec toute la série de Lansana Conté et jusqu'à Dadis. Je peux citer des tonnes et des tonnes d'exemples comme cela. Comme on a tendance à le dire souvent quand on parle d'échec militaire, on dit oui, mais il y a eu 2 réussites. On demande lesquelles. On dit au Ghana de Jerry Rawlings et on dit au Burkina Faso de Thomas Sankara. Moi je veux bien. Mais ces 2 sont restés très peu au pouvoir pour que véritablement on puisse tirer une leçon. Mais de façon générale, les régimes militaires post-indépendance ont été un échec total. Et moi je suis de ceux qui pensent que le militaire à la tête de l'État ne peut être rien d'autre qu'un échec. Si on veut justifier la présence militaire par l'échec démocratique, c'est à la limite de dire qu'on substitue les militaires aux civils. Mais alors, l'ensemble de nos constitutions, l'ensemble de nos engagements internationaux indiquent que le militaire est au service du pouvoir civil légitimement mis en place. Lorsque l'on confond au point où on dit qu'il faut aussi essayer les militaires, comme si c'était un ballon d'essai de cette façon-là, je pense qu'on se trompe. Les ratés démocratiques peuvent être réglés tout autrement, sans qu'il y ait une incursion du militaire dans l'arène publique pour se prendre pour un arbitre, ce qu'il n'est pas et ce qu'il ne saurait être. On peut être d'accord avec vous, monsieur le ministre Ismaïla Konaté, mais lorsqu'on prend certains cas, on voit bien que c'est parfois la crise de la légitimité politique ou démocratique des gouvernements civils qui amène les militaires à se retrouver là où ils sont aujourd'hui, là où on ne souhaiterait pas qu'ils soient. Prenons le cas de la Guinée avec la question du 3e mandat qui finalement on va dire, à pousser les militaires là où ils se sont retrouvés. Est-ce qu'aujourd'hui, l'une des plaies, en fait, de la gouvernance démocratique en Afrique, ça n'est pas la question du 3e mandat qui, parfois, laisse la possibilité aux militaires de faire les coups? 3e mandat est une violation flagrante. Disposer des deniers publics est une violation criminelle. Ne pas tenir la parole donnée, pour un officier, pour moi, c'est extrêmement grave. Mais parlons de coup d'État. Le coup d'État en tant que tel est un crime, reconnu comme tel. On ne peut pas régler une difficulté par une difficulté. La tentation d'aller vers un 3e mandat est une violation de l'acte fondamental de façon générale. Ce fut le cas en Côte d'Ivoire, ce fut le cas en Guinée-Conakry, ce fut le cas au Burkina Faso, pour prendre ces 3 exemples, sur lesquels 2 ont été des exemples malheureux et le 3e est Alassane Dramane Ouattara qui est encore à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Le vrai sujet, c'est qu'il faut que nous développions notre instinct démocratique pour savoir ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas. Lorsqu'il est dit de façon claire, nette et précise que le mandat est limité à 2 en termes de nombre et ne saurait dépasser tant d'années, cela doit faire partie des dispositions qui s'imposent définitivement à tout le monde. Je préfère la révolte populaire au bout de laquelle on fait tomber un régime. Je préfère aujourd'hui la désobéissance civile, sauf pour demander aux militaires d'être des arbitres momentanés. On leur demande de faire une incursion là où on sait qu'ils ont plus de facilité à intervenir
que de difficultés à rendre le pouvoir et à partir. La difficulté des régimes de transition, c'est la fin de la transition aujourd'hui. Et n'oublions pas 2 secondes, tant qu'on aura dit que le coup d'État est un crime abominable, tout comme les 3e mandats et la violation des constitutions, restons derrière ces préceptes. On me dira, oui, mais l'État, la nation, le peuple attend. Oui, le peuple va attendre. Mais demander à un militaire d'intervenir, c'est lui demander de faire des choses énormes et au bout duquel nous n'avons pas d'autre possibilité que de supporter les conséquences qui en découlent. Est-ce que demander aux militaires dans ce cadre-là n'est pas faire preuve de sagesse? Le citoyen qui aura fait œuvre de révolte ou de désobéissance civile aura déjà porté le fardeau jusqu'au genou et demande juste aux militaires de l'aider à le mettre sur la tête parce qu'il se dit qu'il n'aurait pas à lui tout seul les moyens de, in fine, dégager celui qui a envie de faire un 3e mandat. Dites-moi pourquoi au Sénégal le militaire n'a pas agi? Est-ce que les Sénégalais sont plus démocrates que les Béninois ou que les Togolais ou que les Maliens? Ce qui s'est passé au Sénégal était une bonne occasion de prendre le pouvoir si c'était la solution. Personne n'a songé à cela, même pas lorsque le président Macky Sall lui-même, en situation de difficulté, a rappelé aux hommes politiques sénégalais qu'ils n'étaient pas seuls, qu'il y avait d'autres qui pouvaient être intéressés par le pouvoir. Est-ce que le Sénégalais est supérieur aux autres de la communauté? Pourquoi le Sénégalais patiemment se bat alors même que le Burkinabé ne peut pas supporter de se battre, qui fait appel à l'armée? Et pourquoi chaque fois que l'on fait appel à l'armée, elle intervient sans jamais se départir du pouvoir? Qu'est-ce que l'on veut? Ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui, les exactions, l'anéantissement des droits et des libertés, la violation absolue, qui permet de prendre un homme libre, de l'enrôler sous le drapeau national au motif qu'il a exprimé une opinion qui est aux antipodes de l'opinion dominante. Lorsque dans un pays on a cessé de vivre, lorsque dans un pays, le peuple, le pouvoir décide tous les jours de diminuer les salaires, de demander des contributions par-ci, par-là, au nom de l'effort national contre la guerre, mais contre le gré des gens, il y a un souci. Le seul exemple qui me vient en tête, c'est celui du Sénégal. Et le Mali s'est battu pendant 6 mois avant que l'armée n'intervienne du moins dans l'arène politique. 6 mois durant, les Maliens sont descendus librement, patiemment. Il n'y a pas eu une seule casse un seul jour. Il faut aussi s'habituer à cela plutôt que de penser à la solution fatale et lâche d'appeler des militaires, de prendre des armes et de prendre le pouvoir. Est-ce que vous voulez dire qu'il faut travailler davantage à la culture démocratique dans nos sociétés pour que lorsque les gouvernants sont en crise de légitimité, que le peuple soit en mesure de remettre les choses à l'endroit sans nécessairement faire appel à l'armée? Donc une sorte de reformatage de la culture démocratique ou des cultures politiques chez nous. Ça prendra le temps que ça prendra. Si on ne passe pas là, on n'arrivera nulle part. Aujourd'hui, le coup d'État est un crime au Bénin, au Togo, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en Guinée-Conakry et au Tchad. Est-ce qu'il n'y en a pas de salvateur? Est-ce qu'il n'y a pas de coup d'État salvateur? Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en aura pas. Pour moi, il ne devrait pas pouvoir y en arriver. Il ne devrait pas pouvoir y en avoir. Le vrai sujet, même un coup d'État salvateur, parlons-en. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous allez juger que tel coup d'État est salvateur, tel autre ne l'est pas. Mais c'est le reproche que l'on fait au président Macron, pour des considérations totalement qui lui sont propres, est intervenu au Tchad pour dire ce qui arrive au Tchad n'est pas tout à fait la même chose que ce qui arrive au Mali. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il n'y a pas de raison de regarder dans le mal le bien dans le mal. Le mal est mal. Si on ne fait pas ça, vous n'allez jamais pouvoir bâtir un État. Derrière un État, des institutions. Parce que le coup d'État appelle le coup d'État. Lorsqu'un jeune lieutenant a pris le pouvoir, tous ceux qui sont au-dessus de lui, légitimement, vont se dire « Mais pourquoi lui, il y arrive et pas nous ?» Tous ceux qui sont en dessous vont dire « S'il y est arrivé, en m'essayant moi-même, je vais y arriver. » Vous installez à la tête de l'État la violence. Et vous légitimez la violence parce que la prise des armes et l'utilisation des armes et des munitions, c'est quand même un processus qui est aux antipodes d'abord de la normalité. Si tous les gars pouvaient, dans les rues de Cotonou, s'armer et le soir braquer le premier qui passe, c'est quand même facile. Exactement ce que j'ai l'occasion de dire souvent aux gens, ce n'est pas parce que les jeunes filles modernes s'habillent comme elles s'habillent dans nos rues et dans nos ruelles que c'est un appel au viol. Pardon de l'exemple. En disant, j'y vais parce que elle était habillée telle que,
Pour moi, c'était un appel du pied pour y aller. Les choses sont quand même relativement faciles. Dès que deux hommes politiques s'attrapent et ne se mettent pas d'accord sur une question donnée, le premier capitaine qui passe dit « L'État est en danger, l'ordre public est troublé et j'interviens ». Quel est le remède que vous allez pouvoir trouver à ça? Il va y avoir plus de tentatives de coup d'État et de coups d'État que de régimes qui puissent éventuellement terminer le mandat. Et en plus, demain, vous allez avoir des hommes politiques, des opposants notamment, des mauvais perdants, qui vont avoir chacun leur bastion militaire dans un camp. Il suffit juste qu'ils donnent le signal pour demander aux militaires pour attaquer maintenant. Transition, élection, et on reprend la suite. Et selon vous, in fine, qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la sous-région ouest-africaine, ou du moins ses dirigeants, ou du moins ses gouvernements, n'arrivent pas à s'entendre sur cette question de troisième mandat au point que elle continue d'alimenter non seulement les coups d'État, mais d'alimenter aussi les dissensions entre les différents régimes. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont pas pour, il y en a qui recherchent le troisième mandat de mille manières, il y a d'autres qui annoncent ne pas en vouloir, mais au fur et à mesure qu'ils annoncent ne pas en vouloir, ils travaillent pour l'obtenir. Est-ce qu'en effet, c'est pas une question, on va dire, de notre ère qui nous amène simplement à rendre compte que nos États ont échoué quelque part? On ne peut pas, pour autant, mais on ne peut pas échouer éternellement. C'est une question d'instinct. C'est à nous d'aller chercher notre dénominateur commun démocratique. C'est-à-dire que, comme dans les textes des traités, il faut aller chercher le minimum de convergence constitutionnelle. La question de l'accès au pouvoir et de la fin du pouvoir doit être réglée aujourd'hui entre nous. Pour y accéder, par tous les moyens, sauf la force et la violence. Pour y sortir, le terme du mandat. Après se pose la question du nombre du mandat. Ce n'est pas une question de démocratie ou de non-démocratie. Nous avons limité le nombre de mandats à un moment où véritablement l'excès de durée à la tête de l'État était synonyme de négativité. C'était dans les années 90. S'il faut parler du nombre des mandats aujourd'hui en termes de nombre, ou s'il faut parler de la durée des mandats, on en parle. Ce qui n'est pas supportable, c'est que ceux-là qui acceptent de rentrer dans le processus à une époque où la loi est établie, qui décident à la fin de leur mandat de changer la règle du jeu, non pas pour une vocation générale, mais pour un but personnel, celui de rester au pouvoir. C'est cela qui n'est pas supportable. Donc aujourd'hui, mettons en place un minimum de dénominateur commun qui concerne donc les règles de dévolution du pouvoir, les règles d'exercice du pouvoir, et puis éventuellement la problématique de la morale dans l'exercice du pouvoir. C'est la question de l'humilité et la perspective éventuellement de mettre en cause celui qui est élu pour une faute qui fait qu'aujourd'hui, il n'est plus à même de pouvoir exercer convenablement son mandat. Mais c'est une discussion entre nous. Il faut qu'on ouvre aujourd'hui nos minds pour aujourd'hui aller bâtir nous-mêmes le dénominateur commun constitutionnel. Est-ce que cela est possible quand vous regardez Mais bien sûr. l'état de la situation dans les différents pays? Vous avez évoqué le Sénégal, mais à peine le Sénégal était-il en train de clore cet épisode un peu complexe qu'au Togo, on a vu une révision constitutionnelle qui tente à donner maintenant la possibilité au président qui est là de rester ad vitam aeternam. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est l'abus de droit. C'est le fait de dire que moi je suis à la tête de l'État du Togo depuis 3, 4, voire 5 mandats. Et que la question de la limitation de mandat va faire qu'à un moment, je ne peux plus y aller. Et que je me mette à cogiter aujourd'hui pour envisager non pas une solution politique ou constitutionnelle, mais une solution de contournement. J'essaye d'enlever tout ce qui est déterminant aujourd'hui dans la limitation de mandat, qui est lié à la personne du chef de l'État. Je dis que le chef de l'État désormais vaut rien. Et je change la règle du jeu, je déplace le pouvoir, je l'installe là où la question de la limitation du mandat ne se pose pas. C'est cette démarche frauduleuse du début à la fin, qui consiste véritablement à violer le droit. La limitation du mandat n'est pas un tabou. On peut en parler aujourd'hui, mais ce qui n'est pas supportable, c'est d'en faire à sa tête pour violer le droit existant et puis après trouver le moyen de faire des explications. Cela n'est pas supportable. Monsieur le ministre, Maître Mamadou Ismaïla Konaté, vous êtes entre Bamako et Paris, vous êtes de la diaspora malienne, on va dire ça comme ça. J'aimerais qu'on discute un peu du rôle des diasporas dans le développement politique de leur
pays d'origine sur le continent africain. Comment est-ce que vous voyez la contribution des diasporas africaines à la construction ou à la formation des États africains aujourd'hui, de votre double perspective de celui qui va et vient sur ce continent et qui aussi vit ailleurs que sur le continent? C'est l'entre-deux permanent. Vous savez, quand on habite Paris, on a tendance à regarder les choses en parisien. Sauf que Paris, ce n'est jamais au-delà de la Seine. Et que derrière la Seine, il y a autre chose que Paris et la Seine. Le vrai sujet, c'est que nous devons avoir une démarche duale, tirer profit et au maximum de ce que nous voyons dehors, qui peut éventuellement, à l'utilisation, être mis en avant derrière, mais dans des conditions où il faut l'adapter au plan local. Quand on parle de démocratie, je le dis toujours aux gens, le substrat de la démocratie, l'unité de base, c'est quand même le citoyen votant. Quand on arrive dans nos États, que vous demandez à des gens d'aller voter et que vous vous étonnez de la non-participation de près de 60 à 70% des gens, dans l'exemple du Mali, on tourne toujours autour de 30-35%. Dans un pays dans lequel les gens se sont battus pour avoir accès au vote, au sang, et souvent ont perdu leur vie. Quand on ne prend pas en compte des réalités, telles que la difficulté d'identifier l'individu, parce que l'individu n'est pas matriculé, immatriculé ou matriculé. Le deuxième élément, c'est que le sens du vote pour l'individu. Qu'est-ce que c'est pour un individu d'aller voter pour un tel plutôt qu'un tel, lorsque les gens ne sont pas capables aujourd'hui d'être accessibles à l'offre politique, si tant est qu'il y a encore une offre politique. Et deuxièmement, leur capacité à recevoir l'offre politique, à disséquer l'offre politique, à l'évaluer les unes après les autres, dans un monde où vous savez pertinemment que le regard n'est pas objectif, il est subjectif. Entre un Malien et un Béninois, mon cœur battra d'abord pour le Malien, ensuite pour le Béninois, et ensuite pour le Français. Tous ces éléments aujourd'hui de mauvaise identification de l'individu, de capacité pour cet individu à prendre conscience d'une offre politique, à participer au vote, parce qu'au bout du compte, il doit être le citoyen contrôleur. Tout cela résulte d'une dynamique culturelle que les gens de chez nous n'ont pas toujours. Venir de dehors pour, à la limite, dire c'est comme ça qu'il faut faire, il faut aller dans tel sens, il faut aller dans tel autre sens, il y a un vrai sujet. Je vous dis simplement que moi, je suis de ceux qui pensent aujourd'hui que si le suffrage universel direct est une perspective française et européenne, ça ne doit pas être forcément une perspective de chez nous. Le suffrage universel direct vaut pour des gens qui ont des vraies capacités d'analyse, de compréhension et de réception d'une offre politique en vue des réponses. Et qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi l'alternative alors? Par exemple, aujourd'hui, c'est un patchwork de suffrage universel direct et de suffrage universel indirect. Je vais dans une commune donnée. Aujourd'hui, nous avons des représentations socio-professionnelles. Par exemple, lorsque vous avez une communauté telle que les pêcheurs, telle que les menuisiers, ils sont mieux à même de pouvoir répondre à une offre politique dès lors que l'offre politique concerne leur secteur d'activité. Vous allez prendre la communauté des griots, c'est une communauté sociale, communautaire, et il faut les interroger en tant que tels. Lorsqu'il est possible aujourd'hui, dans une société de 10, pour aller consulter 4 sur 10, parce que ceux-là réclament le suffrage universel direct, c'est leur droit. Les autres disent, nous voulons un suffrage universel indirect, nous voulons que par le biais de nos communautés sociales, professionnelles, ethniques, religieuses, traditionnelles, coutumières, nous exprimer via ces structures-là. On aura des élections dans lesquelles on aura des votes individuels, ceux-là qui réclament le suffrage direct, et on aura des votes dans lesquels les autres vont s'exprimer via leur communauté. Demain, après-demain, l'essentiel du scrutin, c'est d'être capable de recevoir une expression, une vraie. Non pas une expression, à la limite, qui va être perçue aujourd'hui comme étant le prix du sucre qu'on a payé, du thé qu'on a payé ou du billet de banque qu'on a donné. Mais dans ce cas, dans le cas d'une présidentielle, comment est-ce que on pourrait faire ce patchwork pour qu'il marche concrètement? C'est des voix. Le président de la République n'est élu que par des voix. Lorsque aujourd'hui vous avez 45% des citoyens maliens qui ont opté pour s'exprimer directement dans le cadre d'un suffrage. Lorsque vous avez 55 autres % qui ont dit nous allons nous exprimer via des communautés, qu'elles soient culturelles, sociales, professionnelles, tout ce que vous voulez. C'est exactement quand on demande à des syndicats de travailleurs de s'exprimer plus en syndicats de travailleurs qu'en individus.
En syndicat de travailleurs, ils sont mieux à même, dans le cadre d'une offre politique, d'évaluer la problématique du droit du travail, du cadre du travail, de la sécurité sociale qui leur est proposée et de l'aide sociale, la protection sociale qui leur sont proposées. Après, c'est une question de voix et d'évaluation de la voix. Lorsque l'on dit aujourd'hui que c'est le syndicat des travailleurs du secteur cotonnier qui s'exprime, on sait les évaluer en nombre et on sait y rattacher une, deux, voire 3 voix données. La dynamique doit nous permettre de sortir un peu des substrats. Le suffrage universel direct n'est pas une grosse réussite dans notre pays, eu égard à la faible participation d'une part et à la fraude qui entoure cela. Et quand on regarde l'incapacité du juge constitutionnel, qu'il soit le juge civil, qu'il soit le juge administratif, qu'il soit le juge constitutionnel lui-même, à répondre dans le cadre d'un contentieux et à réussir le contentieux, vous savez que toutes les crises politiques et sociales naissent le lendemain des élections. On va terminer cet entretien, Maître Mamadou Ismaïla Konaté. Le futur de l'état de droit et de la démocratie en Afrique, comment le voyez-vous? Il doit être à la fois juste, justice et justesse. Il doit être juste parce que les citoyens doivent être capables d'être présents dans l'arène politique. Il y va de leur citoyenneté. L'acteur essentiel est le citoyen. Il vote pour élire et il a le droit de contrôler ceux-là qu'il a élus. Deuxième élément, c'est que notre société ne peut se rétablir du point de vue de l'égalité que lorsqu'on y met l'idée de justice. Et la justice, comme Thémis, elle se bande les yeux pour ne jamais avoir affaire à des gens au regard de leur état de fortune, de leur couleur ou de leur origine. Et la justesse, c'est qu'il faut aller trouver en chaque citoyen la capacité de donner ce qu'il peut à l'ensemble national. Justice, justesse nous permettent simplement de bâtir des états de droit. La démocratie fait peur, mais l'état de droit ne peut pas repugner. Parce que l'état de droit, c'est que le plus grand se soumet au droit. Le plus faible n'est pas ratatiné par le droit. Et cet ensemble national permet de regarder les uns et les autres, chacun à sa place, chacun dans son rôle, chacun dans sa mission, chacun suivant ses moyens, pour dire cet ensemble béninois, cet ensemble malien, cet ensemble burkinabé, il est un ensemble qui est composé de chacune des unités, régulé sur la base d'une loi convenue, qui ouvre des droits et dont les violations sont sanctionnées par la justice. Pas trop idéaliste par les temps qui courent, ça? Ça se peut, mais à 60 ans, je peux être idéaliste encore. Maître Mamadou Ismaïla Konaté, merci beaucoup. Ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux du Mali, avocat au barreau de Bamako et de Paris. Merci infiniment. C'est moi. Thanks for listening to this week's episode of Ufahamu Africa. You can find more episodes, show notes, and transcripts on our website, ufahamuafrica.com. This podcast is produced and managed by Megan DeMint, with help from production assistants Chukwufunanya Ikechukwu, Alex Kozak, Harry Stoltz, and Michere Muguero. Our non-resident podcast fellows are Ami Tamaklo, Bu Asedu, Expedi Olagu, Basil Ibrahim, and Hopalong Botul Kane. We are generously supported by the Carnegie Corporation of New York and receive research assistance from Cornell University and the University of California, Riverside. Our music is courtesy of Kevin McLeod. Until next week, Safiri Salama.